Et si je vous disais que votre verre de jus d'orange du matin n'est pas aussi bénéfique que vous le croyez, et que le yaourt allégé que vous mangez en collation pourrait être pire que le yaourt ordinaire, ça semble provocateur, n'est-ce pas? Pourtant, le monde de l'alimentation saine est truffé de pièges et d'idées reçues dans lesquelles nous tombons tous les jours. On nous pousse à acheter des produits avec des étiquettes tape à l'œil comme fitness, bio ou sans matière grasse, mais derrière ces mots se cache souvent non pas un réel bénéfice, mais du simple marketing. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une véritable révision, ou plutôt un grand ménage dans votre cuisine et dans vos idées. Nous allons décortiquer les 20 mythes alimentaires les plus répandus et les plus insidieux qui nous empêchent, depuis des années, d'être vraiment en bonne santé. Préparez-vous à être surpris, car vous suivez sûrement certains de ces principes. Dites-nous tout de suite en commentaire quel est le conseil nutritionnel le plus étrange auquel vous ayez jamais cru. J'ai hâte de vous lire. Mais d'où viennent tous ces mythes? Pourquoi y adhérons-nous si facilement? La réponse est simple. Premièrement, la science de la nutrition est en constante évolution. Ce qui était considéré comme une vérité il y a 30 ans peut aujourd'hui être complètement réfuté. Souvenez-vous comment le beurre était diabolisé, alors qu'aujourd'hui on parle des bienfaits des bonnes graisses. Deuxièmement, le marketing joue un rôle colossal. Il est profitable pour les fabricants de créer de nouveaux super-aliments ou de nous effrayer, tantôt avec les graisses, tantôt avec les glucides, pour nous vendre leurs alternatives allégées ou faibles en glucides. Et troisièmement, c'est l'effet du téléphone arabe. Quelqu'un a entendu quelque chose, l'a mal interprété, l'a raconté, et voilà qu'un nouveau mythe circule déjà sur Internet. Au final, nous nous retrouvons avec un fouillis de conseils contradictoires et nous ne savons plus qui croire. Notre objectif aujourd'hui est de séparer le bon grain de l'ivraie, en nous basant sur des données scientifiques modernes et de remettre du bon sens dans votre assiette. Alors, embarquons ensemble sur ce chemin vers la vérité. Le premier mythe que nous allons aborder est sans doute le plus gourmand: le sucre roux est meilleur pour la santé que le sucre blanc. On le trouve partout dans les cafés, on l'achète dans les rayons bio et on se sent un peu moins coupable en l'ajoutant à notre thé. Sa couleur naturelle, caramélisée, semble suggérer des bienfaits. Mais soyons honnêtes, le sucre roux n'est, en substance, rien d'autre que du sucre blanc raffiné auquel on a simplement ajouté un peu de mélasse. C'est elle qui lui confère sa couleur et son léger arôme. Certes, cette mélasse contient une quantité infime de minéraux, du calcium, du potassium, du fer, mais ces quantités sont si minimes qu'il faudrait en consommer une montagne pour en retirer le moindre bénéfice, et les méfaits d'une telle quantité de saccharose surpasseraient alors largement le moindre avantage. Pour notre organisme, qu'il soit blanc ou roux, le sucre reste quasiment la même chose. Un glucide simple qui entraîne un pic de glycémie. Alors ne vous laissez pas berner par sa couleur. Si vous souhaitez réduire les risques, l'important est de diminuer la quantité de tout sucre consommé et non de vous focaliser sur sa teinte. Bon, le sucre, on en a parlé, mais qu'en est-il des matières grasses? Pendant des décennies, on nous a fait croire que les produits allégés en matières grasses étaient la clé de la minceur et d'une bonne santé cardiaque. Les rayons de nos supermarchés regorgent de lait écrémé, de yaourt et de fromage blanc 0%. Mais c'est là que se cache un piège de taille. Lorsqu'on retire la matière grasse d'un produit, il perd de sa saveur et de sa texture. Il devient fade et aqueux. Que font alors les fabricants? Eh bien, ils ajoutent des ingrédients pour compenser cette perte de goût. Et le plus souvent, ce sont du sucre, de l'amidon, des épaississants et des arômes. Résultat, en achetant un yaourt 0% aux fruits, vous risquez d'ingérer plus de sucre que dans une boule de glace classique. Vous évitez les graisses, pourtant essentielles à notre organisme pour l'absorption des vitamines et la production d'hormones, et recevez en échange une dose massive de glucides rapides. Cela entraîne des pics d'insuline et, paradoxalement, une prise de poids. Lisez donc toujours attentivement les étiquettes. Souvent, un produit à teneur normale en matière grasse mais sans sucres ajoutés sera bien plus bénéfique que son cousin allégé. La fameuse injonction « buvez 8 verres d'eau par jour », on l'entend partout, des coachs sportifs aux magazines féminins.
Elle est souvent présentée comme la recette universelle pour une bonne santé. Pourtant, cette règle stricte des 8 verres, soit environ 2 litres, est en grande partie un mythe. Nos besoins en eau sont très individuels. Ils dépendent de votre poids, de votre âge, de votre niveau d'activité physique, du climat dans lequel vous vivez et même de votre alimentation. Une personne sédentaire travaillant dans un bureau climatisé aura bien moins besoin de s'hydrater qu'un athlète en plein entraînement sous un soleil de plomb. De plus, on oublie souvent que notre hydratation ne dépend pas uniquement de l'eau en bouteille. L'eau est présente dans les soupes, les légumes, les fruits, le thé et même le café. Une pastèque ou un concombre, par exemple, sont composés de presque 95% d'eau. Notre organisme est un système intelligent et dispose d'un excellent indicateur, la soif. Le meilleur conseil est donc simple, buvez quand vous avez soif. Inutile de vous forcer à ingurgiter des litres d'eau si vous n'en ressentez pas le besoin. Faites confiance à votre corps, il saura vous indiquer quand il a besoin de s'hydrater. Souvenez-vous du grand méchant des petits déjeuners des années 90, l'œuf. Pendant des années, on nous a martelé que les œufs faisaient grimper le taux de cholestérol sanguin et favorisaient les maladies cardiovasculaires. On nous incitait à ne pas consommer plus de 2 ou 3 œufs par semaine et même à jeter le jaune. Heureusement, les études récentes ont entièrement réhabilité ce formidable aliment. Les scientifiques ont découvert que le cholestérol que nous obtenons par l'alimentation n'a qu'un impact très limité sur le taux de cholestérol dans notre sang. En réalité, notre corps, et surtout notre foie, produit lui-même la majeure partie du cholestérol dont il a besoin. Lorsque nous en consommons, sa propre production s'ajuste simplement à la baisse. Ce sont en fait les graisses trans et l'excès de sucre dans l'alimentation qui influencent bien plus fortement le taux de mauvais cholestérol et non les œufs. Le jaune d'œuf, quant à lui, est une véritable mine d'or de vitamines A, D, E, de choline, essentielles pour le cerveau, et d'antioxydants. Alors, n'hésitez plus, remettez les œufs au menu. C'est l'une des options les plus nutritives et équilibrées pour un petit déjeuner. Pour maigrir, supprimez les glucides. Ce mythe a engendré une industrie florissante de régimes faibles en glucides et cétogènes. Pain, pâtes, pommes de terre, céréales, tous ont été désignés comme les ennemis d'une silhouette élancée. Pourtant, c'est une grave et dangereuse erreur. Diaboliser toute une catégorie de macronutriments est une approche fondamentalement erronée. Les glucides sont pourtant la principale source d'énergie pour notre corps, et particulièrement pour le cerveau. Le problème ne réside pas dans les glucides eux-mêmes, mais plutôt dans leur qualité et leur quantité. Certes, les glucides simples, présents dans la farine blanche raffinée, les sucreries et les boissons gazeuses, peuvent effectivement entraîner une prise de poids, car ils sont rapidement assimilés et provoquent des pics de glycémie. En revanche, les glucides complexes, ceux que l'on trouve dans les céréales complètes, les légumes et les légumineuses, sont nos alliés. Ils sont digérés lentement, procurent une sensation de satiété durable et sont riches en fibres, vitamines et minéraux essentiels. Un bannissement total des glucides peut entraîner une baisse d'énergie, des difficultés de concentration et même des fringales ou des craquages. La clé du succès n'est donc pas de les exclure totalement, mais de privilégier les bons glucides et de les consommer avec modération. On a toujours tendance à penser que le frais, c'est le meilleur. Nous arpentons les marchés, sélectionnons les plus beaux légumes et fruits, persuadés qu'ils regorgent de bienfaits. Quant aux produits surgelés, on les regarde souvent avec un certain dédain, les considérant comme des aliments morts. Pourtant, cette idée reçue est loin d'être toujours vraie. Les fruits et légumes surgelés peuvent même être plus nutritifs que les frais. Pourquoi? Imaginez le parcours d'une tomate fraîche jusqu'à votre assiette. Elle est souvent cueillie encore verte, voyage longtemps jusqu'à un entrepôt, puis patiente en magasin. Pendant tout ce temps, exposée à la lumière et à l'oxygène, elle perd une partie importante de ses vitamines, notamment la vitamine C. Penchons-nous maintenant sur la surgélation. Les fruits et légumes destinés à cette méthode sont récoltés à leur pleine maturité, lorsqu'ils contiennent le maximum de nutriments. Ils sont ensuite soumis à une surgélation rapide, un processus très efficace qui préserve la quasi-totalité de leurs vitamines et minéraux. Bien sûr,
Un légume fraîchement cueilli dans son jardin sera toujours le champion en termes de bienfaits. Mais si l'on doit choisir entre un produit frais qui a parcouru un long chemin et un produit surgelé de qualité, la seconde option est souvent la meilleure. Jus détox, smoothies, thés spéciaux et régimes. On nous promet qu'ils vont éliminer toutes les impuretés et toxines du corps, nous purifier de l'intérieur et nous procurer une sensation de légèreté. Cela semble séduisant, mais c'est malheureusement l'un des plus grands mythes de l'industrie de la santé. Notre corps n'a pas besoin de l'aide de boissons coûteuses pour se nettoyer. Nous possédons déjà un système de détoxification incroyablement efficace et puissant qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s'agit de notre foie, de nos reins, de nos poumons, de notre peau et de nos intestins. Le foie est le filtre principal qui neutralise les substances nocives. Les reins éliminent les déchets métaboliques via l'urine. Les poumons se débarrassent du dioxyde de carbone. Les notions de déchets et de toxines, telles qu'utilisées par les vendeurs de programmes détox, n'existent tout simplement pas en médecine. Le meilleur moyen d'aider votre système de nettoyage naturel n'est pas de suivre une cure de jus, mais simplement de boire suffisamment d'eau, de manger plus de légumes et de fibres, et de moins surcharger votre foie avec de l'alcool et des aliments transformés. Tout le reste, ce n'est que du marketing. Le four à micro-ondes, un appareil qui suscite de vifs débats. Pour certains, c'est un sauveur culinaire indispensable. Pour d'autres, une sorte d'engin infernal qui irradie nos aliments et détruit tout ce qu'il y a de bon. Démystifions tout ça. Le mythe selon lequel les micro-ondes rendraient nos aliments radioactifs ou cancérigènes est totalement infondé. Les micro-ondes sont des rayonnements non ionisants, au même titre que les ondes radio ou la lumière visible. Elles sont incapables de modifier la structure génétique des aliments. Elles se contentent de faire vibrer les molécules d'eau présentes dans les aliments, provoquant ainsi leur échauffement. Mais qu'en est-il des nutriments? Toute cuisson ou préparation culinaire, qu'il s'agisse de bouillir, frire ou rôtir, entraîne une dégradation partielle des vitamines, en particulier des hydrosolubles comme la vitamine C et celle du groupe B, et c'est là que le micro-ondes tire son épingle du jeu. Étant donné que le chauffage est très rapide et nécessite un minimum d'eau, la perte de vitamines est souvent moindre que lors d'une cuisson prolongée à l'eau. En somme, le micro-ondes est un moyen sûr et plutôt doux pour cuire et réchauffer nos aliments. Ne pas manger après 18 heures, voilà la règle d'or pour de nombreuses personnes au régime. Pourtant, notre organisme ne fonctionne pas comme une horloge et ne coupe pas son métabolisme pile à 18 heures. Ce mythe repose sur une idée simple. Le soir, nous sommes moins actifs et tout ce que nous mangeons risque de se transformer en graisse. En réalité, ce qui compte pour notre poids, ce n'est pas l'heure des repas, mais plutôt l'apport calorique total sur la journée et l'équilibre entre les protéines, les lipides et les glucides. Si vous avez créé un déficit calorique au cours de la journée, alors un dîner léger, même à 20 heures ou 21 heures, n'aura absolument aucun impact négatif sur votre silhouette. De plus, se coucher avec une faim tenace est même contre-productif. Cela peut entraîner un sommeil de mauvaise qualité et des réveils nocturnes. Et le matin, il y a de fortes chances que vous vous réveilliez avec une faim de loup et que vous mangiez bien plus que nécessaire. L'important n'est donc pas quand vous mangez, mais quoi et en quelle quantité. Un dîner léger, riche en protéines et en fibres, pris 2 à 3 heures avant le coucher, est tout à fait normal et même bénéfique pour un sommeil réparateur et une bonne récupération. On pourrait croire, logiquement, sauter le petit déjeuner équivaut à moins de calories consommées, donc à une perte de poids. Cependant, en pratique, ce schéma fonctionne souvent à l'inverse. Renoncer au repas du matin n'est pas la meilleure stratégie pour contrôler son poids. Premièrement, après un jeûne nocturne, le taux de sucre dans le sang est bas. En sautant le petit déjeuner, nous prolongeons cet état, ce qui peut entraîner faiblesse, irritabilité et difficulté de concentration. Deuxièmement, la faim ne disparaît pas, elle s'accumule. Au déjeuner, vous serez si affamé qu'il est fort probable que vous optiez pour des aliments plus caloriques, gras ou sucrés, et que vous mangiez une portion bien plus grande que nécessaire. Des études montrent que les personnes qui prennent régulièrement leur petit déjeuner ont généralement un poids plus sain et ont moins tendance à trop manger au cours de la journée.
Un petit déjeuner équilibré incluant des protéines, des glucides complexes et de bonnes graisses active le métabolisme, fournit de l'énergie et aide à maîtriser l'appétit. Il est donc essentiel de ne pas le négliger. Dans la quête d'une alimentation saine, beaucoup remplacent le sucre blanc par des alternatives dites naturelles. Le miel, le sirop d'érable, le sirop d'agave ou le sucre de coco. Ils peuvent sembler plus sains car ils sont issus de la nature. Pourtant, pour notre organisme, la différence est minime. Certes, le miel et le sirop d'érable contiennent quelques antioxydants et minéraux, mais leur composant principal reste toujours les mêmes sucres simples, le glucose et le fructose. Le sirop d'agave, très populaire fut un temps, contient même jusqu'à 90% de fructose. En grande quantité, le fructose surcharge le foie et peut favoriser l'accumulation de graisse viscérale. Tous ces édulcorants font grimper la glycémie tout autant et sont très caloriques. Les utiliser à la place du sucre classique, c'est se leurrer. Ils peuvent être consommés avec parcimonie pour leur saveur, mais les considérer comme un choix sain serait une grave erreur. La clé, comme toujours, est la modération. Le régime sans gluten est devenu incroyablement populaire. Les produits étiquetés sans gluten sont souvent présentés comme plus sains et plus diététiques. Beaucoup de personnes les adoptent, parfois sans même savoir ce qu'est réellement le gluten, dans l'espoir de perdre du poids ou d'améliorer leur bien-être général. Faisons le point. Le gluten est une protéine que l'on trouve dans le blé, le seigle et l'orge. Pour la grande majorité des gens, il est absolument inoffensif. Son exclusion de l'alimentation n'est justifiée qu'en présence de raisons médicales. Il s'agit de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune grave, ou d'une sensibilité au gluten non cœliaque, diagnostiquée par un professionnel de santé. Pour toutes les autres personnes, se priver de gluten n'apporte aucun bénéfice et peut même nuire à la santé. Les produits céréaliers complets qui contiennent du gluten sont une source essentielle de fibres, de vitamines du groupe B et de fer. À l'inverse, les produits sans gluten transformés contiennent souvent plus de sucre, de matières grasses et d'amidon pour compenser le goût et la texture, tout en étant moins riches en nutriments. En conclusion, si vous n'avez pas de diagnostic médical, il n'y a aucune raison de craindre le gluten. Sel rose de l'Himalaya, sel noir, sel gris de mer. Sur les étals de nos magasins, une multitude de sels ont fait leur apparition. Souvent plus chers que le sel de table classique, ils sont présentés comme étant meilleurs pour la santé. On nous vante des dizaines de minéraux uniques qu'ils contiendraient. C'est séduisant, mais il s'agit en réalité d'un simple coup marketing. Quelle que soit sa couleur ou son origine, n'importe quel sel est composé à 97-99% de la même substance, le chlorure de sodium. Et c'est précisément l'excès de ce dernier qui est nocif pour la santé, pouvant entraîner une augmentation de la tension artérielle et des problèmes cardiaques. Certes, le sel marin ou de l'Himalaya contient des traces microscopiques d'autres minéraux comme le magnésium, le potassium ou le calcium, mais leur quantité est si infime qu'elle n'a absolument aucun impact significatif sur notre santé. Pour en tirer le moindre bénéfice, il faudrait en consommer des quantités mortelles. Il est donc inutile de dépenser plus pour un joli packaging. La règle d'or pour tout type de sel est de le consommer avec modération, pas plus de 5 grammes par jour, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Pour beaucoup, l'appellation bio est devenue, sur les produits, un véritable gage de santé. Nous sommes prêts à payer un prix plus élevé pour des légumes, des céréales et des viandes biologiques, persuadés qu'ils sont plus nutritifs et plus sûrs. Mais est-ce vraiment le cas? Le statut biologique signifie qu'un produit a été cultivé sans l'emploi de pesticides, d'herbicides et d'engrais de synthèse. C'est indéniablement un avantage pour l'environnement. Cependant, lorsqu'il s'agit de la valeur nutritionnelle, la différence s'avère minimale, voire inexistante. De nombreuses études ont comparé les aliments biologiques et conventionnels et n'ont pas relevé de différence substantielle en termes de teneur en vitamines et minéraux. Quant aux résidus de pesticides, leur quantité dans les produits conventionnels est strictement réglementée, garantissant un niveau sûr pour la consommation humaine. De plus,
L'agriculture biologique utilise elle aussi des pesticides, certes d'origine naturelle, mais tous ne sont pas pour autant inoffensifs. Ainsi, opter pour des produits biologiques relève davantage d'une conviction personnelle et d'un souci environnemental plutôt que d'un moyen d'obtenir une meilleure valeur nutritive. Le mythe selon lequel un verre de vin rouge serait bon pour le cœur est tenace et séduisant. Il repose sur des études concernant le resveratrol, un antioxydant présent dans la peau du raisin. On lui attribue presque des propriétés miraculeuses. Cependant, pour obtenir une dose thérapeutique de resveratrol, il faudrait boire non pas un, mais plusieurs bouteilles de vin par jour, ce qui bien sûr causerait des dommages considérables à la santé. Les données scientifiques actuelles sont claires, il n'existe pas de dose d'alcool sans danger. Toute quantité d'éthanol est toxique pour notre organisme, en particulier pour le foie et le cerveau. Même une consommation modérée d'alcool augmente les risques de développer des maladies oncologiques, de l'hypertension et d'autres problèmes de santé. Le faible bénéfice potentiel des antioxydants contenus dans le vin est largement annulé par les méfaits de l'alcool. Si vous souhaitez vraiment prendre soin de votre cœur, il est bien plus efficace et sûr de consommer une poignée de baies foncées ou de raisins et de pratiquer une activité physique. C'est une approche bien plus efficace et sans risque. Où vas-tu trouver tes protéines? C'est la première question que l'on pose à toute personne qui décide de réduire sa consommation de viande. Un mythe tenace voudrait que les protéines complètes ne proviennent que des sources animales. En réalité, le règne végétal est incroyablement riche en protéines. Les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots et les pois, sont d'excellentes sources de protéines. Le tofu, le tempeh et l'edamame, tous dérivés du soja, contiennent tous les acides aminés essentiels. Les noix, les graines, le quinoa, le sarrasin. Tous ces aliments sont également riches en protéines. Le maître mot pour celles et ceux qui adoptent une alimentation végétale est la variété. En combinant différentes sources de protéines végétales tout au long de la journée, par exemple des légumineuses et des céréales, on peut facilement obtenir l'ensemble des acides aminés essentiels dont notre corps a besoin. De plus, une alimentation végétale riche en protéines nous apporte une grande quantité de fibres, de vitamines et d'antioxydants, des éléments souvent absents ou insuffisants dans le régime alimentaire des mangeurs de viande. Il est donc tout à fait possible de vivre sans viande tout en étant en pleine forme et fort. Le café du matin, c'est un rituel pour des millions de personnes. Mais avec cette dose d'énergie, une inquiétude nous assaille souvent. Le café ne déshydrate-t-il pas l'organisme? Ce mythe est lié à la légère propriété diurétique de la caféine qui peut effectivement vous faire aller plus souvent aux toilettes. Cependant, de nombreuses études ont démontré que cet effet est très minime et qu'il se manifeste surtout chez les personnes qui ne boivent pas de café régulièrement. Si vous avez l'habitude de votre tasse quotidienne ou même de deux, votre corps s'adapte et l'effet diurétique devient pratiquement insignifiant. De plus, il ne faut pas oublier que le café est composé à 98% d'eau. Le liquide que vous absorbez avec cette boisson compense largement les pertes insignifiantes que la caféine pourrait provoquer. Ainsi, votre tasse de café matinale peut tout à fait être prise en compte dans votre apport hydrique quotidien total. Bien sûr, cela ne signifie pas que le café peut remplacer l'eau, mais vous n'avez absolument aucune raison de craindre la déshydratation en le buvant. L'affirmation selon laquelle manger gras rend gras est d'une logique trompeuse. Cette idée simpliste a d'ailleurs marqué toute une ère de régime hypocalorique et sans matière grasse. Pourtant, notre organisme est bien plus complexe que cela. En réalité, le véritable responsable de la prise de poids excessive n'est pas la matière grasse en soi, mais plutôt l'excès de calories, principalement celles issues des glucides simples et du sucre. Lorsque nous consommons abondamment des produits sucrés et raffinés, notre corps reçoit une quantité phénoménale d'énergie rapide. Tout ce qu'il ne peut pas brûler immédiatement, il le convertit et l'accumule sous forme de graisse. À l'inverse, les graisses saines, présentes dans l'avocat, les noix, l'huile d'olive et les poissons gras, sont, elles, essentielles à notre santé.
Elles jouent un rôle crucial dans la construction des membranes cellulaires, la production d'hormones et l'absorption des vitamines liposolubles. De plus, les matières grasses procurent une sensation de satiété durable, contribuant ainsi à mieux contrôler l'appétit et à prévenir les excès alimentaires. Ainsi, ce ne sont pas les graisses en elles-mêmes qu'il faut redouter, mais plutôt leur mauvaise qualité, les fameuses graisses trans, et, plus globalement, un apport calorique excessif dans notre régime alimentaire. Le smoothie est souvent présenté comme le summum de l'alimentation saine. Quoi de plus tentant qu'un verre de fruits et légumes mixés, débordant de vitamines? Pourtant, derrière cette image idyllique se cachent quelques pièges. Un smoothie peut être extrêmement bénéfique pour la santé ou au contraire se transformer en une véritable bombe à sucre. Tout dépend de sa composition. Si votre mixeur contient plusieurs fruits naturellement sucrés comme la banane, la mangue ou le raisin, auxquels vous ajoutez du miel ou du sirop, vous obtenez une dose massive de fructose. À la différence d'un fruit entier où le sucre est encapsulé par les fibres et libéré progressivement dans un smoothie, il se présente sous une forme liquide, directement assimilable. Cette absorption rapide provoque un pic glycémique aussi brutal qu'un verre de boisson gazeuse. De plus, un seul verre de smoothie permet de boire l'équivalent de 3 ou 4 fruits que l'on n'aurait jamais consommés entiers en une seule fois, ce qui mène inévitablement à un apport calorique excessif. Pour qu'un smoothie soit réellement bénéfique, sa base doit être peu sucrée. Privilégiez les légumes, les herbes aromatiques, l'avocat ou le yaourt nature allégé. Quant aux fruits et aux baies, ils ne devraient être ajoutés qu'en petite quantité pour rehausser le goût. Longtemps, la margarine a été perçue comme une alternative saine au beurre. Fabriquée à partir d'huile végétale, elle ne contenait pas le cholestérol tant redouté. Cependant, pour transformer ces huiles végétales liquides en margarine solide, un processus d'hydrogénation était utilisé. Ce procédé générait ce qu'on appelle les acides gras trans, des molécules de graisse artificiellement modifiées qui se sont révélées extrêmement nocives pour la santé. Les acides gras trans augmentent le taux de mauvais cholestérol, LDL, et diminuent celui du bon, HDL, favorisent l'inflammation systémique de l'organisme et augmentent significativement le risque de maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, de nombreux fabricants ont modifié leurs procédés et proposent des margarines sans acides gras trans. Cependant, elles demeurent un produit fortement transformé, caractérisé par une longue liste d'ingrédients. Le beurre naturel, consommé avec modération, est un aliment bien plus entier et mieux assimilé par notre organisme. L'essentiel, comme toujours, est de ne pas en abuser. Eh bien, comme vous pouvez le constater, le monde de la nutrition regorge de mythes, souvent créés par le marketing plutôt que par la science. Nous craignons les bonnes graisses et les œufs, mais nous consommons sans discernement des smoothies bourrés de sucre. Nous surpayons les aliments bio et le sucre roux bon pour la santé, sans comprendre que ce n'est souvent qu'une illusion. La leçon clé à retenir aujourd'hui est la suivante. Il n'existe pas d'aliments magiques ou d'interdits stricts qui, à eux seuls, vous garantiront une bonne santé. La santé, c'est avant tout une question d'équilibre, de variété et d'approche consciente. Lisez les étiquettes, analysez les informations et, surtout, écoutez votre corps. Ne vous fiez pas aux gros titres accrocheurs et aux promesses de résultats instantanés. Prendre soin de soi, réellement, ce n'est pas suivre les régimes en à la mode, mais plutôt construire une relation saine et durable avec l'alimentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines révélations. Et maintenant, une question pour vous. Quel mythe de notre liste vous a le plus surpris? Ou peut-être avons-nous omis certains points? Dites-nous tout en commentaire et discutons-en ensemble.